forcément, la question, quel mot emploie-t-on pour décrire quelqu'un qui parle le français? Même les francophones ne sont pas très certains. Français, francophone, francophile, francisant. Donc, les mots sont très forts parce que les mots véhiculent une perception et un sens du réel. Je vous donne un exemple. Certains d'entre vous avaient peut-être la première édition de notre livre aux États-Unis, 60 Million Frenchmen Can't Be Wrong. La première impression du livre, 3000 copies. Le drapeau français est à l'envers. C'est une terme de collection, vérifiez-le. C'est facile. Un drapeau, c'est aujourd'hui de la hanche vers l'extérieur, alors c'est bleu, blanc, rouge. Mais le graphiste américain, ça ne se dit pas blue, white and red en anglais, c'est red, white and blue. Fait que lui, il a vu le drapeau à l'envers. Parce que les mots anglais de bleu, blanc, rouge, c'est pas blue, white and red, c'est red, white and blue. Même un graphiste professionnel va voir le drapeau à l'envers. Essayez-le avec vos élèves, je suis certain qu'ils vont faire la même erreur. Donc, c'est pour vous montrer à quel point une langue forme la perception. Et donc, forcément, les mots qu'on va utiliser pour se dire soi-même vont forcément déterminer la perception qu'on a de soi, du monde. Vous êtes américain, vous n'êtes pas encore états-unien, ça sent bien. Mais vous avez donc une vision du monde déterminée par le terme que vous utilisez pour parler de vous-même. Ça va être la même chose pour les francophones. Le cas canadien est intéressant parce que il y a eu beaucoup de mots au Canada utilisés pour décrire ceux qui parlaient le français. Bien évidemment, au temps de la Nouvelle-France, c'était les Français. Et quand ils sont mis à naître sur place, on s'est mis à parler au début le créole, et rapidement, le même sens du mot créole qu'en espagnol, pour ceux qui sont nés dans les colonies, mais rapidement, c'est devenu canadien. Et ça a migré vers canadien assez rapidement. Et ça a commencé à changer quand les loyalistes sont arrivés, les Anglais loyaux à la couronne britannique qui sont venus s'installer au Canada. Et là, ils aussi se sont mis à naître sur place et ils se sont mis à s'appeler Canadiens. Ce qui a provoqué une crise identitaire. Et là, les Canadiens ont commencé à s'appeler Canadiens français pour se distinguer des Canadiens. Des nouveaux Canadiens, là, ceux qui parlent, les Canadiens, qui parlaient l'anglais. Bien évidemment, il y avait à l'est du Québec une autre variété de Canadiens français, qui ne sont pas Canadiens français du tout, qui sont Acadiens, qui étaient complètement sous le radar, qui ont développé un sens d'eux-mêmes, même avant les Québécois, un peuple, on appelle ça le peuple sans nation, sans territoire. Puisqu'il y en a au Nouveau-Brunswick, il y en a même au Québec, les Acadiens sont un peu partout, mais ils ont un sens différent de leur identité. Et ça a migré aux États-Unis, ça s'est devenu Cadien. Et en Louisiane, il y a même les Cajuns. Alors, les Cajuns sont souvent définis comme les Cadiens qui ne parlent plus français, alors que les Cadiens sont les Cajuns qui parlent encore français. Alors, c'est la nuance qu'ils font à l'intérieur du groupe. Ça, c'est OK. Ça, c'est eux autres. Bien évidemment, un des aspects les plus curieux du Canada français, parce que là, il y a eu les Canadiens français, mais il y avait l'idée du Canada français, parce que ces Canadiens français-là, principalement au Québec, bien qu'ils étaient colonisés par la couronne britannique, colonisaient eux-mêmes la Nouvelle-Angleterre, l'Ontario, les provinces de l'Ouest. Et il s'est développé une idée du Canada français, très très forte. Au Canada, c'était un peuple. Il n'y avait pas de différence perçue entre un Canadien français du Québec, un Canadien français de l'Ontario ou un Canadien français de la Nouvelle-Angleterre. Ils se considéraient comme la même famille. Même que les premiers États généraux du Canada français, qui avaient eu lieu, si j'ai bonne mémoire, en 1873, à l'initiative des Canadiens français de Nouvelle-Angleterre, avaient réuni des dizaines de milliers de personnes à Montréal, 32 fanfares, 250 trains avaient amené des Canadiens français de Nouvelle-Angleterre, de tous les petits Canada, de Lowell, de Woonsocket, de Manchester, etc. Donc, c'était la même idée. Et d'ailleurs, ces Canadiens français-là avaient leur société qui s'appelait la Société Saint-Jean-Baptiste, qui était une association qui a créé des emblèmes comme le castor, comme la feuille d'érable,
comme le fleur-de-lysée, comme le Haut-Canada. Le Haut-Canada, c'était une chanson des Canadiens français, qui est devenue après ça la chanson qui a remplacé le God Save the Queen au Canada en 1981. Mais avant ça, c'était l'hymne des Canadiens. Longtemps, ça a été l'hymne des Canadiens français. Et le fleur-de-lysée était le drapeau qui a été créé par la Société Saint-Jean-Baptiste et qui flottait partout, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Maine, partout, les Canadiens français se référaient à ce drapeau-là. C'était la même identité. Et bon, bien évidemment, en 1944, le Québec a pris le drapeau canadien-français comme emblème provincial. Ça a créé une crise au Canada parce que c'était la première province qui n'avait pas le Union Jack comme drapeau provincial.